Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, nous avons enfin terminé la reconstruction du plancher du deuxième étage de cet ancien presbytère abandonné depuis plus de 20 ans. Et cette semaine, nous reprenons le chantier là où nous l'avions laissé, sur la façade arrière de la maison. Après avoir entièrement reconstruit les linteaux de fenêtres qui menaçaient de s'effondrer, il est temps de s'attaquer à une nouvelle étape, et je pensais honnêtement que ça allait être beaucoup plus simple. L'objectif est de retirer tout l'ancien enduit ciment sur la façade arrière. Je me fais mal pour rien, c'est beaucoup trop difficile. Sauf que vous allez vite le voir, ce chantier va se révéler bien plus compliqué que prévu. Et au fait, avant de commencer cet épisode, Charlotte a quelque chose à vous dire. Et puis de toute façon, sans elle, toutes ces vidéos ne seraient pas réalisables. Donc, grosse dédicace à Charlotte qui gère tous nos partenariats. Il y a juste un dernier truc que je voulais dire, c'est que quand vous likez et que vous boostez les vidéos, ça nous aide vraiment à continuer cette aventure, à vous proposer des épisodes de bonne qualité et ça nous tient vraiment à cœur. Est-ce que vous allez booster les épisodes? Hey les amis, vous connaissez déjà ma motion. Depuis plus d'un an, on a notre Luba 2 AWD qui entretient notre terrain et il y a quelques mois, on avait installé le système Mini Lidar 1500 chez la maman de Charlie dont le jardin est très pentu et arboré. Cette fois, nouveau défi, installer le tout nouveau Luba 3 AWD chez mon père. Son terrain est complètement différent du nôtre. Il est composé de plusieurs espaces avec beaucoup d'arbres, une terrasse, de nombreuses décorations de jardin et même des pommiers. À certaines périodes de l'année, les pommes tombent au sol et il fallait donc que le robot puisse éviter cette zone automatiquement. T'as vu, là, il y en a deux. Il fait du 5000 m². Le top! L'installation est très simple, sans fil, sans antenne RTK. On met la station, puis on réalise la cartographie directement depuis l'application. On crée ensuite les différentes zones de tonte, ainsi que les passages entre elles. Puis il suffit de dessiner les zones interdites, comme ici, sous les pommiers. Et je crois que mon père l'a déjà adopté. Une fois la cartographie terminée, le robot est prêt à travailler. On peut ensuite personnaliser tous les réglages comme définir la hauteur de coupe entre 25 et 70 mm, choisir le schéma de tonte ou même programmer les jours et horaires de tonte. Et la grande nouveauté de cette génération, c'est son nouveau système de navigation Trifusion qui combine un lidar 360 degrés, le net RTK et une double caméra assistée par intelligence artificielle. Et ça lui permet de travailler avec une grande précision, même dans les jardins complexes ou très arborés. Grâce à sa nouvelle puce IA de D-Top, le Luba 3 reconnaît plus de 300 types d'obstacles. On le voit ici contourner naturellement les arbres, le mobilier de jardin ou encore les différentes décorations sans intervention de notre part. Au final, la pelouse est parfaitement entretenue avec des passages réguliers et une tonte très homogène. Une fois son travail terminé, le robot retourne automatiquement à sa station pour se recharger avant de reprendre sa tâche si nécessaire. De quoi profiter de son jardin plutôt que de passer son temps à le tondre. Tu vas le maîtriser? Oui, je pense, ça a l'air très simple d'utilisation. Je regarderai au petit-déj passer pour voir s'il est en forme. Effectivement, ça va être très cool. Merci ma motion. Vous retrouverez les liens et les offres en barre de description. Et maintenant, on retourne au presbytère. J'ai dépicté toute la ligne du haut, j'ai l'impression que ça a désolidarisé un peu la structure, ça a fragilisé le départ et après je pense que ça va y aller tout seul. Eh bien, bienvenue les amis dans ce nouvel épisode. Ça fait vraiment plaisir de reprendre les travaux sur la façade arrière du presbytère. Nous reprenons là où on s'en était arrêté la dernière fois. Donc la dernière fois c'était la vidéo des linteaux. Voilà. Et d'ailleurs je voulais sincèrement vous remercier d'avoir été hyper gentil, hyper indulgent avec moi dans l'espace commentaire, sachant que c'était la première fois que
je maçonnais des linteaux et j'ai senti vraiment que les gens étaient cool avec moi parce que c'était pas c'est pas parfait, mais c'est pas non plus horrible. Je voyais que tout le monde voulait être gentil et moi j'essaye de bien faire, donc les gens l'ont ressenti. Et ça me touche. Voilà. J'essaye de m'améliorer. D'ailleurs, dans l'espace commentaire, j'ai vu beaucoup de gens qui donnaient plein de conseils très pertinents. Il y en a tellement que je ne vais pas retenir tout d'un coup. Il va falloir que je les relise. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai enregistrés en screen comme ça. Et donc, j'ai réfléchi aussi, puisque la dernière fois, je vous avais posé la question, est-ce que je dépique le mur? Est-ce que je le dépique pas? Parce que ici, là, au début, j'avais dit ouais, c'est peut-être un mortier mélange chaud-ciment. Et avec du recul, je me dis, c'est extrêmement dur. Il y a plein de gens qui disaient de le laisser. Il y en a plein d'autres qui disaient de l'enlever. Voilà, l'avis est très partagé là-dessus. Moi, j'avais pensé le laisser au début et finalement, j'ai changé d'avis et j'ai envie de le retirer. Pour plein de raisons. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire ultra pertinent, voilà, qui s'affiche là à l'écran. Et je trouve que c'est très bien expliqué, voilà, vous pouvez le lire. Mais en gros, le ciment, ça peut avoir tendance à donner un côté rigide à la structure. Et comme c'est une vieille structure qui a besoin de bouger avec le terrain, avec les années, avec le temps, elle a besoin de respirer en fait. Et ça peut avoir un aspect mécanique qui n'est pas forcément compatible avec le bâti ancien. Voilà. Un dernier truc, après je reprends le boulot parce que là je suis un grand bavard, c'est que il y a plein de jonctions partout. Genre par exemple ici là, c'était pas la même chose que là, regardez. Ici là, on a un crépi plutôt récent et hop, on passe en jonction ici avec peut-être du ciment. Et là encore avec un truc encore plus ancien. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que si je renduis par-dessus, j'ai peur aussi de ne pas avoir le même résultat final. Vous voyez ce que je veux dire? Bon et bien, après avoir dépiqueté une première partie de la façade arrière du presbytère, on découvre enfin le silex d'origine. Mais en regardant de plus près, on se rend compte quand même qu'il ne semble pas avoir été taillé pour rester apparent. On a vraiment l'impression qu'il servait simplement de remplissage avant d'être recouvert par un enduit. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que on devrait le laisser apparent, nous, en tant que jeunes personnes qui le rénovons, ou au contraire, on refait un enduit sur toute la façade? N'hésite pas à me dire en commentaire. Putain, j'en peux plus. Ce chantier-là, il est beaucoup plus dur, beaucoup plus physique que les linteaux. Comment que ça fait mal aux bras, au dos, aux jambes, partout. C'est très difficile. Et en plus, je pensais commencer par le plus difficile, là-haut, là où il n'y a que le ciment, je pensais que c'était ça le plus dur. Et qu'en bas, au niveau du crépi, ça allait être plus simple. Mais en fait, pas du tout. Là où il y a le crépi, c'est très très solide. Là, maintenant, trop tard, j'ai tout dépiqueté, je refais, je ne vais pas revenir en arrière. Mon choix est fait, c'est définitif. Voilà, je vais tout dépiqueter, mais je me dis, putain la vache, c'est sacrément coriace. Bon, je regrette pas quand même parce que derrière le crépi, il y a une première couche de ciment. Et là, c'est sans aucun doute du ciment, hein, vu comment que ça tient, vu comment que c'est solide. Alors, je sais pas pour combien de temps je vais en avoir pour dépiqueter tout ça, mais il va pas falloir faiblir. Vraiment pas. Donc comme je disais au début de la vidéo, il y a plusieurs revêtements sur le mur. Donc là où il y a simplement du ciment, ça se retire plutôt bien. Donc pour une première journée, j'ai réussi à retirer tout le ciment. Franchement, quand on voit la maison à l'arrière avec du recul, ça représente déjà une grosse quantité. Donc pour une première journée de dépiquetage, je suis vraiment content.
Et là maintenant on va commencer à attaquer les choses beaucoup plus compliquées. Clairement, sur toutes les rénovations qu'on a fait avant, j'ai jamais rien dépiqueté d'aussi dur. J'ai tout fait, j'ai mis le perfo dans tous les sens. J'essaye d'enlever la première couche d'enduit. Ensuite, j'essaye de tout virer d'un coup. Le seul truc que j'ai pas essayé, c'est de changer la mèche et de mettre une avec un embout large. Mais là, j'y crois pas du tout. J'y crois pas une seconde. Justement, spatule large, ça va plutôt me déstabiliser. C'est pour décoller ce qui tient déjà pas. Là, ça tient. Faut un truc solide. Ce matin, j'étais fatigué à cause de ce chantier. Franchement, je vais vous dire, je suis à 2 doigts d'abandonner. Même avec l'embout plat, laisse tomber. Ça change quasi rien. Au début, je croyais que l'embout plat, ça allait changer, mais... Ouais, juste pour la première couche, mais... Je suis vraiment coriace sur les chantiers, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Mais alors là... Là, je me dis, je vais arrêter. Je me fais mal pour rien, c'est beaucoup trop difficile. Bon alors clairement à ce moment-là, j'ai les bras complètement tétanisés et je suis en train de me poser une question, c'est de savoir s'il existe des machines plus puissantes, plus performantes pour dépiqueter des enduits qui tiennent vraiment très bien quoi. Bon à ce moment-là je suis sur le 2e jour de dépiquetage et je me dis c'est le dernier jour avec cette machine là et après il faut que je trouve une autre solution parce que là clairement je me fatigue pour rien donc je continue de dépiqueter là où ça se retire le plus facilement et après j'arrête avec cette machine et je trouve une autre solution parce qu'il faut pas oublier que la rénovation d'une maison c'est un marathon donc il faut savoir se préserver, il faut faire les bons choix et si on bourrine trop le même jour après on n'a plus d'énergie, ça peut être compliqué pour la suite. Vous croyez que le chantier le plus dur de notre vie, de la cave, était passé? Je suis pas sûr en fait. Bon les amis, aujourd'hui j'ai le corps qui est au bout du rouleau. Vraiment, le fait de... Le perforateur, ça m'a tétanisé là. Les bras, les jambes, le dos, partout. J'ai fait ça pendant 2 jours et aujourd'hui, je ne compte pas continuer ce chantier. Pas du tout. Parce que je sens que ça va causer ma perte, ce truc. J'ai dépiqueté toutes les zones que je pouvais, là où le ciment est facile à enlever.
et je vais devoir trouver une autre solution pour faire le reste parce que clairement c'est beaucoup trop solide. Franchement, le mec qui a fait ça à l'époque, il a vraiment bien fait il a bien géré les doses et tout. Franchement, c'est impressionnant. D'ailleurs, il me semblait avoir vu dans le ciment comme du mélange à béton. Ça se trouve, c'est comme il a coulé une dalle sur le mur en fait, le gars. C'est peut-être pour ça que ça tient bien. Et donc aujourd'hui, je vais entamer un autre chantier, comme je disais. Je vais commencer à déjointer les joints de briques. Voilà. Ça va me faire une petite pause et comme ça va me permettre de réfléchir à comment faire pour retirer le restant du crépi et du ciment qui est collé sur le mur. Ah, je sens qu'aujourd'hui, je vais en prendre plein la gueule. Par contre, l'avantage, c'est que ça se décolle hyper bien. C'est très agréable. C'est juste que je vais en prendre plein la gueule, quoi. Bon, et bien à ce moment-là, je commence déjà un petit peu à perdre patience. Peut-être parce que je suis fatigué des jours précédents à cause du dépiquetage. Ah, ça commence à me péter les couilles là. Y a rien qui fonctionne. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Le tableau avait disjoncté. Des fois, je suis obligé d'agrandir un petit peu les joints. Du coup, il faut que je coupe la brique parce que je sais que par expérience, je vais galérer à mettre le joint de brique. Je cherche un endroit, j'en ai vu tout à l'heure, mais je vois rien avec la buée. Ah, par exemple ici. Vous voyez là c'est bien là, mais juste ici, c'est un peu trop rapproché. Du coup, on peut pas trop mettre du joint de brique. Alors, je vais l'agrandir. Bon, et bien, le chantier, je trouve qu'il se passe bien. Ça se déjointe vraiment facilement. Alors, il me semble qu'il doit exister des disques plus larges qui fait qu'on peut déjointer en un passage. Parce que là, moi, actuellement, je suis obligé de passer au moins 3 fois au même endroit pour avoir un joint bien nettoyé. Mais je fais attention parce que regardez ici, après, je vais donner un coup de disque juste ici. C'est pour ça que des fois, je termine aussi au fer à joint pour bien dégratter. Voilà, donc franchement, je suis trop content parce qu'en une matinée, je vais avoir terminé toute la corniche en fait sur toute la longueur de la maison. Donc franchement, ça se fait vraiment très bien. Donc je pense que ces joints de briques sont d'origine, sont des années 1800 parce que je rappelle que le presbytère date des années début 1800. Peut-être 1801 ou non 1806 je crois, ça date. Donc là je suis en train de déjointer des joints qui ont été posés par des mecs
il y a plus de 200 ans. C'est quand même un truc de fou. Bon, et bien sur le chemin du retour, je me suis arrêté chez Régis Location, où il loue des burineuses professionnelles, et j'ai décidé d'en louer une pour tout le week-end afin de mettre toutes les chances de mon côté pour terminer le dépiquetage de la façade arrière du presbytère. J'ai préféré la garder 2 jours au cas où le chantier serait encore plus compliqué que prévu. Il ne reste plus qu'à espérer que cette machine soit enfin assez puissante pour venir au bout du crépissement. Bonjour. Bonjour. Hop, allô, on va aller voir ça. Ouais. Poids du coup ça pèse Ce que je vous ai dit, 9-10 kilos. 9-10 kilos. Portez-le avant pour voir ce que ça donne. Oui, bon, ça va le faire. Hein. Il va falloir des petites phases de repos quand même. Ah mais je veux dire ça tape fort quand même. Bah, disons que ouais, en électrique, il faut qu'il y ait un peu, faut qu'il y ait de la taille, pour qu'il y ait un gros moteur, pour que ça tape correctement. Ouais. Donc voilà, c'est ça un peu le souci de l'électrique. Allez, j'en vis. Bon, clairement, cette location de machine, c'est ma dernière chance. Je l'ai pour tout le week-end et je compte uniquement sur ça pour me sortir de ce pétrin. Ah, j'allais vous oublier. Waouh, ça débite. Bon, je vais chercher quelque chose parce que je sens que ça tape quand même très fort. En fait, ça m'a l'air de faire bien vibrer les murs. Et l'autre coup, il y avait un silex qui s'était décroché. Donc si ça me tombe sur le coin de la tête, je pense que ça ferait un petit peu mal. Après, attention, il y en a 2 silex qui se sont décrochés et j'étais juste à côté. Mais je préfère quand même mettre un casque. Mais le truc, c'est que même avec ça, on sent que ça tient encore, quoi. Ah! Ça, même ça tient, quoi. Ouais, bien cette machine, elle est vraiment
beaucoup plus performante. Même si ça se voit pas franchement en vidéo, je vous assure que ça tape vraiment plus fort et du coup le ciment s'enlève beaucoup plus facilement. Il y a un détail aussi qui compte, je ne l'ai pas filmé, mais en fait il n'y a pas de gâchette, c'est juste un bouton sur lequel on appuie, ça fait tourner la machine en continu et du coup il n'y a pas besoin de presser une gâchette qui pourrait vite fatiguer quand on tient une machine comme ça toute la journée. Aussi il y a un autre truc que je tiens à préciser, c'est que la machine est peut-être lourde, mais je la cale sur la hanche et je la laisse travailler sur le mur toute seule, enfin toute seule entre guillemets, mais vous avez compris, elle est calée entre le mur et ma hanche, du coup bah c'est beaucoup plus léger à porter quoi. En fait, il faut poser la machine sur le mur et faut la laisser travailler toute seule. Là, elle est posée là. Bon, et bien les amis, je suis rassuré parce que c'est une réussite. J'arrive à dépiqueter avec cette machine. Donc j'ai commencé le boulot à 10h, là il est 11h30. En 1h30, j'ai réussi à faire tout le rectangle qui est juste ici. L'objectif aujourd'hui, c'est de terminer ce rectangle-là, le petit là en haut, et le rectangle là. Donc il m'en reste, on va dire, 2,5. Et j'aimerais vraiment, sincèrement, clôturer ce chantier aujourd'hui. J'ai loué la machine pour tout le week-end, mais j'ai pas envie de revenir demain pour m'en servir déjà de une parce que j'ai les bras en compote et de deux parce que demain on est dimanche et si je fais du bruit, les voisins, je sais pas trop s'ils vont être d'accord. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ça change tout quand on est bien équipé. Franchement, les chantiers n'ont plus rien à voir avec un équipement de professionnel. Malgré que la machine soit plus lourde, eh bien c'est beaucoup moins fatigant. Parce qu'en fait, on la bloque et on la cale contre le mur. Elle fait le travail. Il n'y a pas de gâchette. Vous voyez, il n'y a pas de bouton pour appuyer. C'est-à-dire qu'on la met en route et elle tourne. Et après, il y a juste à appuyer sur le mur et on fait un mouvement du corps, en fait. Et ça travaille tout seul. Enfin, il faut la porter et tout, mais vous voyez ce que je veux dire, ça ne travaille pas tout seul, mais presque. Et il y a des endroits, très honnêtement, le ciment est tellement dur que ça résiste encore à la Makita. Vous voyez là-haut, là, il y a un peu de ciment. Tellement il est dur. Très bon burineur, je recommande. Si vous avez du ciment chez vous qui tient très solidement, même si vous voulez casser une dalle, eh bien avec cette machine, ça y va. Ça pour aller chercher la caméra pour changer de scène. Je suis obligé de faire le singe. Le petit bout là, sous la fenêtre, c'est plus dur que le reste. En fait, j'ai failli abandonner et me dire vas-y, les petits bouts sous les fenêtres, je vais les faire plus tard avec mon petit perforateur. Parce que c'est petit, c'est pas grand. C'est pas parce que c'est pas grand que c'est facile. Et je vais vous dire un truc, très honnêtement, j'aurais eu un mur avec le même style de revêtement partout, genre comme là. Voilà. Et ben je l'aurais laissé. Je l'aurais laissé, je me serais pas aventuré dans ce chantier. En fait, le fait d'avoir plein de différences, plein de jonctions, plein de raccords, ben j'aurais pas un enduit propre. J'aurais pas un enduit cohérent.
et j'aurai pas une finition pareille partout, puisque la chaux elle va sécher différemment et elle va avoir une réaction différente, vous voyez ce que je veux dire, suivant le support. Alors que là maintenant, j'ai le support qui est pareil partout. Donc du coup, quand je vais appliquer l'enduit, il va sécher à la même vitesse, il va avoir les mêmes réactions de séchage, etc. J'aurai les mêmes couleurs partout. Voilà. Aïe! Je me fais piquer par un ortie. Vous voyez un peu ce chantier? Ça c'est un gros chantier. Ça, c'est un chantier colossal. Alors, est-ce que j'ai failli abandonner? Honnêtement, je me suis quand même posé des questions. Des bonnes questions. Des questions. Et puis la question amène à une autre question. Etc. C'est sans fin. C'est la vie, quoi. Allez, ciao. Petite balade en forêt. Galère. Bon, moi je me marre. Hein. Elle est trop bien cette forêt, non? Ouais. Nous n'avons pas encore pris le temps de les promener assez souvent. C'est pour ça qu'on les laisse encore en laisse. Et l'objectif, du coup, ça serait de pouvoir les détacher prochainement. D'ailleurs, je sais pas à partir de quand on se dit tiens, on peut les détacher. À partir de combien de balades? Franchement, j'aime trop cette forêt. Le fait de savoir qu'il y a des dizaines d'hectares autour où il n'y a personne, il n'y a pas d'habitation, ça fait vraiment du bien. La prochaine fois qu'on fera un projet sur cette chaîne YouTube, une rénovation, ce sera nos critères, et c'est un critère qui sera numéro 1. C'est d'avoir un projet avec une forêt et beaucoup d'espace sans habitation autour. Ça, c'est l'objectif de cette chaîne YouTube dans un futur moyennement proche. C'est déjà le deuxième disque que je change parce que vous voyez là il n'y a plus du tout de matière. À la base le disque il était comme ceci, le métal a été complètement usé, il a disparu et j'espère que cette marque eh bien, va faire le taf. Il a l'air plus épais donc je le sens bien celui-là. Bon, eh bien, je suis quand même content parce que l'objectif de cette vidéo est presque atteint. J'ai réussi à dépicter l'intégralité de la façade arrière et je continue de déjointer tous les joints de briques. Donc c'est quand même un travail assez monumental car la maison est haute, elle est longue.
Il y a quand même, mine de rien, pas mal de briques à déjointer. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à tout déjointer dans cette vidéo, donc je me suis gardé quelques déjointages pour un prochain épisode. Je voulais vraiment tout faire dans le même épisode pour bien clôturer ce chantier, avoir un chantier bien net, propre et fini, mais malheureusement, ce sera pas le cas. Après, faut dire que j'étais tout seul à faire ça, donc je peux pas être partout. J'ai dû quitter aussi le chantier plus tôt parce qu'il faut pas oublier que c'est moi qui gère tout le montage vidéo des épisodes. Ça représente quand même pas mal de boulot, même beaucoup de boulot. Entre deux, Valentin est venu nous installer un tuyau d'arrosage sur le comptoir de chantier, car on va en avoir vraiment énormément besoin pour les prochains épisodes. Parce qu'il faut savoir que depuis le début de la rénovation, en fait au presbytère, on n'utilise que de l'eau du puits ou de l'eau de pluie, tout simplement. Et là, actuellement, il pleut absolument pas, donc on n'a plus d'eau sur le chantier. Sauf qu'on a un problème. Ouais. On a un problème, c'est que ici, là, le compteur il fuit. Ouais, il fuit un peu beaucoup. Il fuit beaucoup, ouais. Même si tu le fermes, il fuit encore. Ah bon? Ah oui, voilà, il fuit plus, mais. J'ai jamais vu ça, Marc. C'est clair. En plastique. Bah normalement c'est le service des eaux qui Bah là, oui. qui va prendre en charge ce truc. Bah, je sais pas, c'est le compteur. Parce qu'ils prennent en charge avant le compteur, je sais pas ce qu'ils prennent. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Oh là là. Ouais, bon, au pire. On va leur dire que le compteur il fuit. Le compteur, oui, c'est leur charge normalement. Ils vont changer. Bah normalement oui. Et donc on a aussi fait le choix de tout dépiqueter. Ce n'est pas seulement pour retrouver le support d'origine, c'est que à l'intérieur du presbytère, les murs n'ont jamais été doublés avec du placo et de l'isolant. Il a toujours été laissé brut, simplement recouvert de plâtre. Il est donc possible, je dis bien possible, que pendant toutes ces années, l'humidité aurait pu s'évacuer naturellement par l'intérieur, alors que les murs extérieurs, eux, étaient bloqués par cet enduit au ciment, beaucoup moins respirant. Je dis bien que c'est une théorie, parce qu'à l'intérieur, les murs ont toujours été secs, donc on peut pas dire qu'il y a un problème majeur, mais dans le doute, j'ai préféré repartir sur une base saine, en retirant donc tout ce ciment, puis en refaisant un enduit à la chaux, de manière à ce que les murs puissent respirer des deux côtés. C'est un choix qui me paraît cohérent avec une bâtisse ancienne comme ce presbytère, et du coup ça devrait contribuer à une meilleure gestion de l'humidité sur le long terme. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un boost, ça nous aide vraiment à continuer à proposer des épisodes de qualité, et on vous dit à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.